aux réformes du bras séculier de l'exécutif, qui est l'administration publique. Néanmoins, lorsqu'il m'a été demandé de penser à une thématique qui trouverait des liens avec l'exposé principal de ce jour, je ne peux m'empêcher de revenir un peu à ces questions, mais c'est des questions finalement existentielles, auxquelles s'intéresse toute élite, et en particulier dans les pays en développement. Et lorsque le professeur Gabriel Kalal a évoqué la dialectique entre la recherche pure et l'art, ça m'a tout de suite ramené à Francis Bacon, Novum Organum, ce philosophe du XVIIe siècle qui est considéré par d'aucuns comme le père de l'empirisme. Ça veut dire l'observation rigoureuse par des méthodes permettant effectivement permettant de faire ressortir les régularités. Je vais essayer de rester dans ma structuration initiale. Mon intervention, je l'ai intitulée Économie politique des institutions et développement. Alors pourquoi? Parce que déjà en tant qu'élite, quel que soit le domaine de la discipline qui soit la nôtre, lorsqu'on sort dans la rue et qu'on rencontre les citoyens lambda, je crois que c'est un pamphlet qui nous est lancé à nous tous. Il n'est pas rare d'entendre dire que les élites ont échoué dans nos pays. Pourquoi tant de sommités intellectuelles? Pourquoi tant d'économistes, de médecins, de physiciens, d'ingénieurs, de juristes, etc. Et pourquoi nous nous enlisons dans le sous-développement? Pourquoi est-ce que ça paraît pire aujourd'hui qu'il y a quelques années, quelques décennies, au moment de la création de nos États, par des faits historiques, la colonisation? Pourquoi est-ce qu'on recule? Pourquoi est-ce que nous semblons nous enliser? Et donc j'ai voulu commencer par rappeler l'essence de l'État. Oui, la macroéconomie est le terrain privilégié de l'État. Je parle de l'État moderne et donc des prémices qui datent du XVIIe siècle, notamment avec Thomas Hobbes, ou John Locke un peu plus tard, ou Jean-Jacques Rousseau. L'essence de l'État moderne, c'est le bien commun, c'est l'intérêt général. C'est ce qui différencie l'État moderne des grands espaces, des grands empires antiques ou des sociétés primitives. Mais cet État qui se constitue autour d'un contrat social, ça veut dire d'un pacte, à travers lequel les membres de la communauté consentent, n'est-ce pas, de déléguer à un Léviathan, c'est comme ça que Hobbes l'a appelé, l'État, la puissance publique, en vue de garantir la protection des individus, la protection du droit de propriété, la protection de l'activité économique. L'État est donc un acteur de l'évolution économique à travers les institutions qu'il met en place. État et institutions. J'ai parlé d'État, et la question des institutions a été évoquée, et aujourd'hui il est reconnu que les institutions que vous mettez en place génèrent le développement ou le sous-développement, ou entretiennent le sous-développement. L'une des définitions qui est les plus aujourd'hui admises des institutions nous viennent évidemment de la nouvelle économie institutionnelle, et je citerai de Glasnost, qui définit les institutions comme les règles formelles, les constitutions, lois, réglementations, mais aussi les règles informelles, les normes de comportement, les codes de conduite, ainsi que la manière dont elles opèrent. En un mot, les institutions, ce sont les règles du jeu.
Les institutions, c'est vrai, sont les règles du jeu et elles définissent en fait la direction du développement. Les institutions reposent sur une compréhension du processus économique. Ce processus, ça a été évoqué, de création de la production. En un mot, lorsqu'on parle d'institution et développement, il nous est important d'intégrer le fait que les choix institutionnels déterminent les trajectoires de nos sociétés. J'aime bien citer Friedrich List, cet économiste allemand du 19e siècle, qui répondait quelques siècles après à Adam Smith, à travers le système national d'économie politique, son œuvre maîtresse, et il disait exactement ceci, et j'aime bien le citer: l'on ne saurait guère imaginer de loi ou d'institution publique qui n'exerce plus ou moins d'influence sur l'accroissement ou sur la diminution de la puissance politique. Les institutions. Sont-elles gratuites? Non. C'est pour ça que j'ai tout de suite voulu lier les institutions, lorsqu'on veut les approcher, lorsqu'on veut les étudier, à l'économie politique. L'économie politique s'intéresse aux enjeux et en particulier à la dynamique sous-jacente de distribution des pouvoirs d'une part et des ressources entre groupes d'acteurs au sein d'une société. Au processus de création, mais de maintien et de transformation aussi des relations politiques ou économiques. Je l'ai dit, les institutions ne sont pas gratuites. Elles traduisent des équilibres ou déséquilibres entre les acteurs de la société en compétition autour du pouvoir et des ressources. L'analyse de l'économie politique des institutions nous permet de décrypter cette dynamique sous-jacente de leur développement. Aujourd'hui, de plus en plus, je fais un clin d'œil aux mathématiques qu'a évoqué le professeur Kabouya Kalala. La théorie des jeux est de plus en plus utilisée. Elle a quitté le domaine de l'économie, mais pour s'intéresser au phénomène social. Et elle permet effectivement une prédiction des stratégies des acteurs aux objectifs propres dans des situations d'interdépendance. On peut résumer justement la dynamique institutionnelle autour des règles du jeu, dans la distribution des ressources et des pouvoirs. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Maintenant, comment justement mettre en place et penser les institutions en les liant au développement? Il est important aujourd'hui, on parle de nouvelle économie institutionnelle, mais elle permet en effet de comprendre les relations entre l'État et le marché. L'État peut en effet orienter l'économie vers des activités fortes, valeur ajoutée. Maintenant, la productivité est-elle une finalité, est-elle une fin en soi dans un État? Je dirais non. Je paraphraserai Jean Tirole, qui écrivait en 2006 dans son ouvrage L'économie du bien commun: l'économie est un service au bien commun. Elle a pour tâche d'identifier les institutions et les politiques qui promouvront l'intérêt général. Je vais terminer juste cette section sur les institutions de développement en revenant sur Francis Bacon, qui déjà justement s'interrogeait au XVIIe siècle sur la dialectique entre la recherche scientifique, la réflexion spéculative et l'utilité pratique de la science. Je le cite, il disait exactement ceci: la recherche scientifique ne doit avoir une fin spéculative, mais une utilité pratique pour la condition humaine. Je pense que dans nos sociétés, c'est ce que l'on attend des élites. Je vais terminer par citer un économiste, ancien économiste de la Banque mondiale, Justin Lee, qui, sur la voie des réflexions pour la conduite des réformes institutionnelles, lançait une alerte en disant: l'amélioration de la qualité des institutions engendre l'écoute à court terme, mais génère des bénéfices à long terme.
processus de migration d'arrangements institutionnels existants vers des arrangements alternatifs n'est pas sans coût. À moins que les gains nets du changement soient supérieurs à son coût, un changement institutionnel volontaire ne peut avoir lieu. En fait, c'est simplement pour dire que tout changement institutionnel, toute réforme suscite bien sûr des résistances parce que ça touche à des situations acquises, ça touche à un maintien de relations et de gestion de pouvoir et des ressources. Toutefois, j'allais reciter encore Francis Bacon qui interpellait justement la nécessité, à travers sa théorie des idoles, la nécessité de s'affranchir des idoles. Et j'aime bien terminer souvent par la destruction créatrice. C'est important et je crois que je vais terminer là-dessus pour faire le lien avec la thématique antérieure. Quelles sont les perspectives de recherche nouvelles dans macroéconomie? Je ne suis pas macroéconomiste, mais moi je dirais la création des structures. L'innovation institutionnelle devrait permettre aux sociétés de sortir de cette inertie institutionnelle qui se répète malheureusement par des règles de causalité cumulative et qui semblent nous avoir enfermés dans le sous-développement.